sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu, commenté est là pour vous. Amira Malini, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu, commenté, l'émission qui... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Actu commentée. Et ce soir, le projet de corridor de Lobito est sous les feux des projecteurs. Il s'est d'ailleurs tenu une réunion multilatérale américano-africaine pour relancer le projet. Félix Tshisekedi a fait le déplacement. Il y a beaucoup de commentaires à ce sujet. On va partager avec vous du côté du ministère des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Il y a une tension. Les agents et cadres de ce secrétariat sont en colère. Leurs droits ont été bafoués. Ils ont donc contacté votre émission Actu commentée pour faire connaître leurs revendications ainsi que les raisons de leur mécontentement. Et à Kinshasa, pour lutter contre le banditisme urbain, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, parle de la peine de mort. On va dire quelque chose à ce sujet. Et puis enfin, votre émission Actu commentée est en train de célébrer la victoire d'une femme présidente de la Namibie. C'est une première. Elle s'appelle donc Netumbo Nandi Ndaitwah. On va dire un mot sur ça. Et voilà, on va prendre aussi les commentaires. Et oui, vous êtes en train de suivre votre émission Actu commentée. Les enjeux du projet Lobito en République démocratique du Congo. Ce grand projet, ce projet pharaonique de voie ferrée doit relier la République démocratique du Congo et la Zambie à l'océan Atlantique. Et ce projet est destiné à acheminer donc vers le port de Lobito sur la côte atlantique des matières premières stratégiques telles que le cuivre et le corridor de Lobito offre l'itinéraire le plus court pour les exportations, réduisant ainsi les délais de transport de quelques semaines à quelques jours, ainsi que les coûts logistiques. Pour le président Félix Tshisekedi, c'est une opportunité. Bien que plusieurs citoyens congolais ne partagent pas cet avis, je vais donc demander à la régie de balancer la vidéo du président de la République Félix Tshisekedi où il présente l'initiative de Lobito comme une opportunité pour la République démocratique du Congo. Régis, s'il vous plaît. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique, directement
d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Au-delà des infrastructures, l'impact humain de ce projet est immense. Ce corridor catalysera la création de plus de 30 000 emplois directs et indirects, réduisant la pauvreté et favorisant le commerce intra-africain en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le temps de transit des marchandises, actuellement de plus de 30 jours, sera réduit à moins de 10 jours, augmentant ainsi notre compétitivité sur les marchés internationaux. Ce projet n'est pas seulement une voie logistique, mais un moteur de transformation économique et sociale pour des millions de nos concitoyens. Et la République démocratique du Congo est pleinement engagée dans ce projet. À cet effet, des actions concrètes ont été entreprises pour moderniser nos infrastructures ferroviaires, portuaires et routières. Ces efforts visent à établir des connexions fluides et stratégiques entre nos principaux sites miniers tels que Kolwezi et Likasi et les terminaux ferroviaires du corridor. Parallèlement, nous avons placé la transformation locale de nos ressources naturelles au cœur de notre stratégie économique. Il est impératif que les richesses de notre sol contribuent directement au bien-être de nos populations. Cela passe par le développement de chaînes de valeur industrielle locales, ajoutant une valeur significative avant toute exportation. Dans cette dynamique, le projet INGA 3 ainsi que d'autres initiatives en énergie renouvelable sont essentielles pour fournir une alimentation énergétique fiable, durable et adaptée aux exigences de notre industrie en pleine expansion. Ces efforts contribueront à rendre nos investissements plus compétitifs tout en respectant nos engagements environnementaux. Par ailleurs, nous continuons à renforcer le cadre institutionnel et juridique pour encourager les investissements privés et garantir une gestion transparente et responsable de nos ressources. La transparence et la bonne gouvernance restent des priorités absolues pour instaurer un climat de confiance et favoriser des partenariats gagnant-gagnant. Toutefois, pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Nous saluons le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda et réaffirmons notre engagement à travailler au retour définitif de la paix à l'est de notre pays. La sécurité constitue en effet la pierre angulaire de tout développement durable. Donc là, vous venez de suivre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui vante le projet du corridor de Lobito. Et tout de suite, on va prendre quelques réactions des Congolais, comme j'avais dit tantôt, qui ne sont pas d'accord avec ce projet du corridor de Lobito. Et je vais lire le premier commentaire. Voilà, à travers ce projet, ce projet a été financé afin d'avoir accès aux minerais stratégiques de l'ex-Katanga, sont passés par Pékin, une stratégie de contrecarrer et réduire leur dépendance technologique de Pékin. Tout dépendra de comment Kinshasa pourra tirer profit de cette guerre entre deux puissances, donc les États-Unis et la Chine. Et pour ça, il nous faudra travailler sur comment relier Lobito aux autres axes routiers dans les provinces de l'ex-Kasaï et le Bandundu et ainsi réduire notre dépendance de Matadi. Pour ça, il nous faut une politique infrastructurelle claire, cohérente et évolutive, d'où l'importance d'avoir une politique étrangère. Ça, c'est une première réaction. Je prends un deuxième commentaire qui dit ceci. Fachi doit exiger une contrepartie, exemple l'abandon du soutien des Américains et de l'Union européenne
à l'idée de balkaniser la République démocratique du Congo et puis sanctionner Kagame et Museveni. Ça, c'est encore un autre commentaire. Hein. C'est pour faciliter, donc ce projet du corridor de Lobito, c'est pour faciliter la sortie de minerais de la République démocratique vers le Congo. Mais pourquoi Joe Biden n'est pas venu en République démocratique du Congo? À cette question, nous espérons que du côté de la présidence, il y aura une communication à ce sujet. Je vais prendre un troisième commentaire. Donc, celui-ci, il s'appelle Mazambi. Voilà. Il pose quand même des questions. Il dit ceci: pourquoi soutenir l'initiative du corridor de Lobito qui profite à l'Angola alors que l'intérêt principal se trouve à Kolwezi, en République démocratique du Congo? Nous devons prioriser un projet ferroviaire national reliant Banana à Kolwezi, renforçant ainsi notre souveraineté économique, facilitant l'évacuation de nos ressources minières et stimuler le développement régional tout en réduisant notre dépendance aux infrastructures étrangères. Nous devons placer les intérêts de la RDC au centre de nos priorités en favorisant des projets qui renforcent notre souveraineté. Ça, c'est le commentaire des Congolais. Alors, je prends un autre commentaire. C'est bien, c'est que, voilà, il dit ceci. Lui pose la question: pensez-vous qu'un projet reliant Banana à Kolwezi peut aboutir? Où en sommes-nous avec les travaux concernant le port de Banana? Oui, où en sommes-nous avec ce projet en eau profonde de Banana? C'est un projet classé sans suite. On n'a plus aucune information à ce sujet. Pour moi, donc pour ce Congolais, il s'appelle Yav. Il dit donc: compte tenu de notre manque de sérieux, appuyons le projet, le corridor Lobito, qui est bénéfique pour le Lualaba aussi. Et voilà, ça ce sont quelques commentaires. Je vais prendre un autre avant de demander à la régie un autre élément. Et voilà, vous avez suivi le président de la République qui était en train d'évoquer une opportunité stratégique pour valoriser les ressources naturelles. D'après Tshisekedi, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique sans précédent pour mettre en valeur nos ressources naturelles. Est-ce que vous êtes de cet avis? Donc, il faut donc nous écrire et on va partager ce commentaire. Et voilà, ça c'est un long commentaire que je vais lire pour vous. Le président, voilà, là je vais passer la rencontre. Voilà, il est en train d'abord de contextualiser la rencontre. Et puis il dit: il s'agit notamment de sceller une entente pour redynamiser le projet stratégique de l'axe ferroviaire qui relie les 4 pays vers l'océan Indien pour le transport des marchandises et produits miniers tels que le cuivre et le cobalt. Donc c'est un projet très important soutenu par les États-Unis d'Amérique pour son approvisionnement en minerais stratégiques. Et en marge de cette visite de travail, Félix Tshisekedi va échanger avec son homologue américain Joe Biden, notamment sur le partenariat stratégique privilégié entre les USA et la République démocratique du Congo. Oui, il y aura cet échange, ce face-à-face entre Biden et Félix Tshisekedi. Donc les Congolais espèrent que le président de la République va exiger quand même des Américains quelque chose, notamment, si je reviens à ses commentaires, l'abandon du soutien des Américains à l'idée de balkaniser la République démocratique du Congo. Bon, espérons que le président de la République va exiger cette contrepartie. Alors, tout de suite, avant de prendre d'autres commentaires de ceux qui sont d'accord et de ceux qui s'opposent justement à ce projet, je vais demander du côté de la régie de nous balancer cet élément. Régie, s'il vous plaît. Favoriser, développer, financer, mettre la dernière main à ce projet de chemin de fer qui va du port de Lobito en Angola, sur l'océan Atlantique, jusqu'à Kolwezi. Kolwezi, c'est un nom célèbre de la République démocratique du Congo et qui est en fait le principal endroit où vous trouvez le plus de minerais
absolument cruciaux pour le fonctionnement de l'économie mondiale aujourd'hui. C'est-à-dire, vous trouvez à la fois tous les matériaux qu'il vous faut pour l'économie numérique à travers les matières premières des composants électroniques, mais aussi tous les minerais nécessaires pour l'économie verte, c'est-à-dire essentiellement le lithium pour la fabrication des batteries électriques. Et tout ça, ça se trouve concentré dans cette région qu'on appelait le Katanga avant, mais qui est beaucoup plus vaste que ça, et où vous voyez que la République démocratique du Congo est devenue quasiment incontournable pour l'économie. Si vous regardez un tableau de ce qu'elle réussit aujourd'hui à produire et ce qu'elle a comme réserve, vous le voyez, que ce soit pour le cuivre, le cobalt, le coltan, le lithium, ce pays est devenu vraiment le carrefour. Et c'est la raison pour laquelle les Chinois s'y intéressent aussi et ont ce même projet de faire un chemin de fer qui part de Tanzanie. C'est la ligne jaune qu'on a vue sur la carte. Hein. Exactement, qui part de Tanzanie, de l'océan Indien, et qui va jusqu'à Lubumbashi. C'est-à-dire que Joe Biden, il assume publiquement et clairement son bras de fer avec la Chine. Alors, bien sûr que oui, parce qu'il n'y a pas d'autre issue pour cela. Et regardez, écoutez plutôt ce que dit ce chercheur zambien, qui est vraiment au cœur de ce projet. Il est économiste également, il s'appelle Wala Shabala. Et voici exactement comment il définit les enjeux de ce que Biden assume publiquement aujourd'hui. Si les États-Unis ont une longueur d'avance dans ce domaine, il est très probable qu'ils conserveront le leadership de l'économie mondiale. S'ils ne le font pas, on pourrait dire que les Chinois sont susceptibles de prendre le pas sur l'économie américaine. Et maintenant, regardez ce que le briefer de la Maison-Blanche disait avant que Joe Biden parte dans ce voyage très important. Si l'on fait en sorte que 100% de ces productions ne partent pas en Chine, ce sera probablement aussi l'objectif de la prochaine administration, sous-entendu celle de Donald Trump, parce que là, on est devant un projet qui n'est ni démocrate. Et oui, le corridor de Lobito, c'était un projet pharaonique au cœur de l'Afrique centrale, mais derrière les promesses de développement se cachent des enjeux complexes. Et du côté de la République démocratique du Congo, on ne cesse de se poser la question, mais quel bénéfice pour notre peuple? Le chemin de fer n'a pas été rénové, la route vers Dilolo est pitoyable. La région du Katanga est aujourd'hui liée à 5 corridors, donc Dar es Salaam en Tanzanie, Lobito en Angola, Walvis Bay en Namibie, Durban en République, en Afrique du Sud, et puis Beira au Mozambique. Tous cherchent à bénéficier de notre cuivre et de notre cobalt. Mais du côté de la République démocratique du Congo, on déplore ceci, que le chemin de fer n'a pas été rénové. La route vers Dilolo, on rappelle, s'étend en très mauvais état. Et voilà, je continue encore avec 2 commentaires. Pour exploiter le cuivre et le cobalt, des minerais stratégiques qui se trouvent en grande partie en République démocratique du Congo, pourquoi n'avoir pas organisé cette rencontre à Kinshasa? Il y a encore cette question qui revient, et on espère que du côté de la présidence, nous aurons, soit du côté de la présidence, soit du côté du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, nous espérons obtenir des réponses. Les Congolais se posent, ils veulent bien savoir que tous ces minerais, ça commence d'abord par Kolwezi, ça va passer par Lobito, et puis finalement, ça va se retrouver chez les Occidentaux. Mais une telle réunion, puisque toutes ces matières premières se retrouvent en République démocratique du Congo, mais pourquoi cette réunion n'a pas été organisée ici en République démocratique du Congo? Et là, je crois que c'est tout pour les commentaires. Nous allons donc passer à un autre sujet. Ça, c'est une joie pour les femmes, pour ceux qui luttent, même pour les hommes qui luttent pour l'égalité des genres, avec voilà la victoire de Netumbo Nandi Ndaitwah comme présidente de la Namibie, selon la commission électorale. Donc cette victoire est saluée par plusieurs personnes, même en République démocratique du Congo. Madame la première ministre Judith Suminwa a salué cette élection. Donc les choses sont en train de bouger en Afrique. Pour la première fois, une femme va occuper la fonction suprême en Namibie. Cette femme qui s'appelle
Netumbo est âgée de 72 ans. Actuellement, c'est une vice-présidente issue du parti au pouvoir. Donc, elle est issue de leur UDPS. UDPS, voilà, ça c'est vraiment un exemple à suivre. Veuillez nous présenter, à part le professeur Chilumbai qui est dans l'Assemblée nationale, à part Augustin Kabouya, s'il vous plaît, veuillez aussi nous présenter des femmes de l'UDPS. Voilà, des femmes de l'UDPS comme Netumbo Nandi qui est vice-présidente du parti au pouvoir. Elle a été élue dès le premier tour avec 57,31% des suffrages et ses premiers mots étaient: elle a promu la création en 5 ans de plus de 250 000 emplois, avertissant que le monde de l'entreprise ne peut prospérer que si la politique est stable. Ça, c'est selon Madame Netumbo, présidente de la Namibie. Elle s'est aussi engagée à attirer des investissements et grâce à la diplomatie politique. Nous, malheureusement, République démocratique du Congo, la diplomatie agissante n'a pas vraiment attiré des investissements étrangers. Mais nous allons demander à la régie un élément. Régie, s'il vous plaît. L'élément n'est pas encore prêt. Si l'élément n'est pas encore prêt. Netumbo Nandi voilà. est la première femme élue présidente en Namibie. Cette élection marque un moment historique non seulement pour le pays, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Après le Libéria qui a élu Ellen Johnson Sirleaf en 2005, la Namibie rejoint désormais les rares pays africains à avoir une femme accéder à la plus haute fonction politique. À travers cette élection, la Namibie envoie un message fort aux autres nations africaines. Les femmes sont prêtes à assumer des rôles de leadership au plus haut niveau. Signalons que dans de nombreuses sociétés africaines, le rôle des femmes a longtemps été cantonné à la sphère privée. Les femmes étaient traditionnellement perçues comme des mères et des épouses et non comme des leaders. Malgré cette avancée significative, la route reste semée d'embûches. Une femme présidente en Namibie, tout comme ailleurs en Afrique, devra faire face à un environnement politique souvent hostile, à des résistances culturelles et à des attentes parfois irréalistes. L'un des défis majeurs sera de maintenir son autorité et de prouver que sa présence à la tête du pays n'est pas une exception, mais bien une norme. Ce n'est que le début d'une nouvelle ère pour la politique africaine où les femmes ne seront plus simplement spectatrices, mais actrices du changement. L'élection de Netumbo Nandi Ndaitwah, une femme présidente en Namibie, ouvre la voie à un avenir où les femmes joueront un rôle de plus en plus important dans les décisions politiques du continent. Cette victoire est un symbole d'espoir pour les générations futures. Elle montre qu'en Afrique, les femmes ne se contentent plus de lutter pour leurs droits en marge du système, mais qu'elles sont prêtes à occuper le centre de la scène politique. Et voilà, ça c'est une victoire pour les femmes, c'est une victoire pour les partisans de l'égalité de genre. Et voilà, cet élan est particulièrement pertinent dans un continent où les femmes sont souvent sous-représentées dans les sphères politiques et malgré leur rôle crucial dans la société. Oui, quand il faut organiser des meetings, quand il faut soutenir des candidats, il y a beaucoup de femmes, mais pour partager le gâteau du pouvoir, et généralement les femmes sont reléguées au second plan, et ça, cette victoire est saluée un peu partout, même en République démocratique du Congo. Et bien que l'élection des femmes à des postes de pouvoir soit encore un événement, c'est un événement rare en Afrique. Donc après le Libéria, c'est le deuxième pays en Afrique à avoir, non, c'est pas le deuxième pays, il y a même en Tanzanie, il y a une femme qui qui travaille pour le pays, qui réalise des exploits, oui, en Tanzanie, oui. Et je continue, je vais prendre cette contribution. Et en Namibie, comme dans d'autres nations, les femmes politiques doivent non seulement se battre contre les stéréotypes liés au genre, mais aussi faire face à des structures sociales et politiques encore largement dominées par les hommes. Et en rapport avec cette situation, Madame la Première ministre Judith Suminwa en connaît quelque chose, et tout le monde, parce qu'elle se retrouve dans un environnement tellement hostile, un environnement beaucoup plus réservé aux hommes, et
mais d'une manière générale, même dans les précédents gouvernements, on a souvent donné aux femmes les ministères, bon, en fait, pas les ministères d'État, on donne généralement aux femmes le ministère de genre, le ministère des Affaires sociales, souvent c'est ça, et avoir une femme première ministre, elle doit faire face, elle doit se battre contre les stéréotypes, elle en sait quelque chose. Et nous allons aussi relever quelques défis. Il y a des défis qui ont été quand même, on a quand même réussi à relever certains défis qui ont été présentés. Et je vais lire ça pour vous. Une femme présidente en Namibie, voilà, comme je venais de le dire tout à l'heure. Elle doit faire face à un environnement politique souvent hostile, ça c'est vrai, à des résistances culturelles et à des attentes parfois irréalistes, et voilà, des attentes irréalistes, et souvent c'est ça, on attend de Madame Judith Suminwa, ça ici à Kinshasa, on essaie un peu de faire un parallélisme, on attend de Madame, on a des attentes irréalistes concernant Madame Judith Suminwa, c'est qu'on n'a pas exigé de son prédécesseur Samalou Kondé, encore moins de voilà, le Premier ministre, voilà, Ilunga Ilukamba, c'est ça, mais on l'exige quand même de Judith Suminwa, tout simplement, quand même parce que c'est une femme, et c'est un tournant, ces tournants symboliques revêt une importance particulière, car il incarne le progrès des droits des femmes et la lutte pour l'égalité des sexes dans un contexte où la politique reste dans de nombreux pays dominée par les hommes. En tout cas, coup de chapeau à elle, à Madame Netumbo Nandi Ndaitwah. Et on va passer à un autre sujet, on va parler de la justice en République démocratique du Congo. Comment est-ce que Constant Mutamba compte lutter contre le banditisme urbain, appelé couramment phénomène Kuluna, et on va demander à la régie de nous balancer cet élément et vous allez suivre les propos du ministre de la Justice. Nous a inscrit plus d'une fois lors des conseils des ministres pour mettre fin au phénomène de banditisme urbain qui sévit dans certaines grandes villes du pays, y compris dans la capitale et la ville province de Kinshasa. Les Kuluna continuent de s'aimer morts et désolation dans la capitale ainsi que dans d'autres villes du pays. Les Kuluna endeuillent nos familles. Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée de hauts magistrats, militaires et civils, composée également du commissariat provincial de la police, va travailler sur l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme, parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. Ils sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort, mais également transférer tous les condamnés Kuluna dans des prisons de haute sécurité. Le premier lot des Kuluna qui sont condamnés cette semaine sera évacué à Anginga et dans d'autres prisons déjà ce week-end.
bouclages seront organisés dans les quartiers, rues de Kinshasa. Tous les enfants Kuluna qui seront identifiés et arrêtés comme tels seront jugés, condamnés. Et comme je l'ai dit, nous allons procéder à l'exécution de la peine de mort. Parce que la Bible dit, qui tue par l'épée, périt par l'épée. La deuxième mission phare de la commission mixte est de pouvoir traquer tous les auteurs des nuisances sonores, diurnes et nocturnes. Tous ceux qui se livrent à déranger la quiétude des voisins seront non seulement interpellés, mais se verront également confisquer leurs biens et contraints à payer de lourdes amendes à l'État congolais. Cela va dissuader les uns les autres, va dissuader ceux qui pensent qu'ils n'ont que des droits et non des devoirs envers eux. Nous voulons que les Congolaises et Congolais puissent fêter paisiblement, puissent vivre tranquillement en lieu et place de faire face à ces brouhaha dont ils sont victimes à longueur des événements. Donc tous les enfants Kuluna qui seront arrêtés, seront jugés et condamnés. Nous allons procéder à l'exécution de la peine de mort parce que la Bible dit qui tue par l'épée périra par l'épée. Donc papa, maman, Outulanda, ministre de la Justice, Constant Mutamba, Outulanda décision, Kotaki, na commission de lutte contre le banditisme urbain. Alors voilà, Outulanda décision, il y a peine de mort. Dans ce bakani moi na yo na makambi ya Kuluna bakangi bako juger bako zoyer na boyité bako juger. Alors ce raza reconnu coupable bako appliquer mesure il y a peine de mort. Donc il est beaucoup plus que temps maman papa de conscientiser les jeunes bao baza ko ça bao baza déjà pointé comme bakulu na kati ya ba quartier. En tout cas il faut que conscientiser bango na kati ya makambo yo. Voilà, concernant le banditisme urbain, concernant la mesure qui sera appliquée de la peine de mort. Alors, je vais prendre pour vous quelques commentaires. Est-ce que les Congolais sont d'accord avec cette décision du ministre, cette décision de la commission de lutte contre le banditisme urbain? Je prends donc le premier commentaire, celui-ci qui dit les enfants Kuluna sont-ils plus dangereux que ceux qui détruisent leur avenir en braquant les caisses de l'État? Le ministre Constant Mutamba, selon ce Congolais, pas deux poids, deux mesures. Donc en amont, il faut commencer par punir les pilleurs des caisses de l'État parce que ce sont d'abord eux qui détruisent, qui gâchent l'avenir de ces jeunes. Et voilà pourquoi ils s'adonnent à ce phénomène. Voilà. Et les Kuluna, je soutiens totalement cette initiative. Voilà, ça c'est, il s'appelle Fouti. Il approuve cette initiative et je continue avec les commentaires. Celui-ci dit ceci. On peut tuer tous les Kuluna aujourd'hui, je vous assure que demain, on aura toujours des Kuluna. C'est sage de s'attaquer aux causes que de s'attaquer aux conséquences. Voilà. Son avis est plutôt mitigé. Cet avis est plutôt mitigé. Nous appuyons l'initiative, mais appliquez-le avec beaucoup de modération. Ça, c'est un autre commentaire. Je continue avec les commentaires. Et voilà, nous appuyons. Bon, ça, j'ai déjà lu. Et il faut s'attaquer aux causes et non aux conséquences. Donc, il y a des Congolais qui approuvent cette mesure. Vous aussi, en nous suivant chez vous à la maison, est-ce que vous approuvez la décision du ministre? Communiquez
communiquer à ces sujets. Nous allons partager, comme on le fait d'habitude, on va partager vos commentaires et espérons que c'est là. Voilà, espérons que comme il a dit, là où il faut améliorer, ils pourront toujours améliorer. Donc c'était ça la décision de la commission de la lutte contre le banditisme, parce que vous savez qu'à chaque fois il y a dans les quartiers où on ne sait plus rentrer tard, on ne sait plus rentrer à 19h, on ne sait plus rentrer à disons tard, donc aux 21h, 22h, mais dans d'autres quartiers même à 19h, on ne sait pas circuler à cause du banditisme urbain qu'on appelle couramment à Kinshasa Kuluna. Et voilà, nous avons terminé avec ce sujet et nous allons passer maintenant à cette dénonciation. Comme on avait annoncé, voilà, il y a une dénonciation du côté du ministère des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. D'abord, je vais lire leurs revendications et puis on va commenter un tout petit peu. Quelques agents et cadres du secrétariat général du ministère des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables dénoncent des injustices liées à leur recrutement. Bien que leurs arrêtés aient été signés depuis octobre 2024, selon eux, ils sont bloqués par la ministre Irène Esambo Diatta, qui justifie ce retard par un autre recrutement de 1500 agents non prévus par la loi des finances. Les agents demandent la publication de leurs arrêtés, la régularisation de leur situation salariale et l'implémentation de l'administration avec les 400 agents prévus par le budget avant d'ajouter d'autres recrutements. Ils dénoncent également des retards de paiement depuis 2 mois en raison des documents bloqués par la ministre. Voilà, ça c'est ce qui se passe au secrétariat du ministère des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Excellence, Madame Irène Esambo, s'il vous plaît. Ce ministère, avant, comme vous le savez, n'existait pas. C'est le ministère des Affaires sociales qui s'occupait. Lorsque Madame Maître Irène Esambo a été nommée ministre par le chef de l'État, donc Azwa qui vraiment ministère où ils qui est l'autre côté, a bandi qu'on posait bas fondement, mais n'a qu'on posé bas fondement na basala qui concourt et ça na bateau bazwa qui alors biso to kamwe tant to ebi to qui colère pe revendication. Il y a des personnes vivant avec handicap parce que tu as vu que dans le mois de septembre, tout le monde qui au travers des médias, tout le monde qui Madame la ministre, tout le monde qui est pembeni à Jean-Pierre Liao, Azabongo ministre de la fonction publique, annoncé que 3000 agents, 3000 personnes vivant avec handicap ont intégré la fonction publique. Mais la réalité, elle est tout autre parce que As-tu commenté a été contacté, Tindi document, lobby, baza payé. Les canaux qui concours na bango au 3000 selon bango 3000 agents et cadres au tout ce qui était passé au travers les médias, c'était plutôt un discours politique. En réalité, ils ont bon côté, hein. On peut dénoncer manque de transparence, la gestion efficace pour la bango. Pourquoi madame, pourquoi maître Esambo, pourquoi maître a bloqué les arrêtés des agents, pourquoi? Parce que ces arrêtés, ils ont empêché mise en place l'administration selon les prévisions budgétaires. Bazo dénoncé pour non-respect des engagements budgétaires. Balobi, malgré la loi des finances prévoyant un recrutement de 400 agents, Madame la ministre cherche à recruter 1500 agents supplémentaires sans tenir compte des capacités financières et des priorités budgétaires. Balobi, c'est qui peut compromettre la stabilité financière du ministère et la gestion des ressources. Oh, il y a la dénonciation na bango, il y a bateau bazo se sentir lésé na droit na bango parce que vous savez que UDPS a bundaka 37 ans en opposition à bundaka pona droit de l'homme, respect à droit à bateau. Alors bango ils veulent rentrer dans leurs droits, madame la ministre. Bazo dénoncer retard dans la publication des arrêtés et des paiements. Depuis octobre, le retard dans la publication des arrêtés et des paiements depuis 2 mois
met en évidence une mauvaise gestion, voilà, une mauvaise gestion administrative. Les agents et cadres sont confrontés à des difficultés financières à cause de l'inaction de la ministre, ce qui nuit à la motivation. Ok, Madame la ministre, qu'est-ce qui justifie cette inaction? Qu'est-ce qui justifie ma dénonciation? Dénoncer ma cambébélé à Madame la ministre. Qu'est-ce qui se passe dans votre ministère? On avait salué, tout le monde a dit que le premier mandat président de la République, nommé ministre, vous avez été reconduit. Tant baninga bazolo la bango yo, ozo la reconduite. Cela veut dire que ozo sala musala malamu, mais ba dénonciation, il y a ba agent na yo, ba dénonciation, il y a ba cadre, pe agent, il y a secrétariat, il y a ministère, yo zo chapeauté et tout ça a besoin, bazan a besoin plutôt. Bango, bazan a besoin, entrer, bazon à la kati, ya ba droit na bango, voilà. Balobi pe bazo dénoncer, incohérence dans les priorités de recrutement. Voilà, c'est ça, dénonciation na bango. Il dit ceci: la ministre privilégie un recrutement massif, non budgétisé, tout en négligeant l'implémentation de l'administration avec le nombre d'agents prévus par la loi. Mais Madame la ministre, selon ma revendication, il y a un agent, il y a un secrétariat général, il y a un ministère aux chapeautés. Hein? Pas ça qui concourt na bango. Bazo qui peut concourir na bango. Mais pourquoi ne pas aller palier par palier? Bazo concours na bango. Bandi moussa na bango. Bandi déjà peut ko foutama. Et puis sur le niveau bakisa, 1500 agents. Ndenge yo mo lingo bakisa. Bango pe ba otuna soki mbongo wana et ko uta wapi. O bakisa ngo même après. Voilà. Au Baksango même après. Donc, Baro Bazan a pour ça, au publier, arrêter. Bazan a pour ça, publication. Voilà. Ça, c'est leur revendication. Voilà ce qu'ils demandent. Ils demandent la publication de leurs arrêtés. Ils demandent la régularisation de leur situation. La mise en service de l'administration. Voilà. Hein, avec l'effectif prévu de 400 agents. Mais ce qu'on Kotoyo et l'acceptation de, voilà, l'implémentation progressive en fonction des ressources disponibles. Bao bazala kiwana bazala en retard. Mais comment on bakisa sous batumi sous? Mais ici c'est quand même tout ça pour s'appeler avec éclaircissement lorsque le porte-parole, ou bien lorsque le ministère des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables va réagir, puisque au travers les médias, on a même une vidéo de Madame la ministre, mais je crois du côté de la régie, ce n'est pas prêt, on pourra même balancer ça prochainement. On nous a parlé de 3000 personnes qui ont intégré la fonction publique. Balobi 3000 personnes vivant avec handicap ont pu intégrer la fonction publique. Tout le monde avait acclamé. Madame, mais ici, biso qui est bongotin, selon bateau, bazana yokuno, bazo vivre situation oyo. Balobi est bongotin, balobi administration, ils ont prévoir 400 agents, et puis bango, baza au moins 300, près de 300, et les Canadiens ont testé, ils ont concours, ils ont réussi. Donc, ce qu'ils veulent, c'est justement entrer dans leurs droits. Madame la ministre, voilà ma revendication. Je vais encore demander à la régie. Régie, Tchelabiso banderole, il y a banderole, il y a agent et cadre, voilà. Voilà, voilà. Voilà ma revendication à Bango, voilà, ils sont là. Je crois que prochainement, peut-être, si la situation s'améliore, tant mieux, mais si la situation ne s'améliore pas, la déclaration, mais voilà, mais ma revendication à Bango yango yo. Parce qu'ils ont constaté ceci, le recrutement a été bloqué, les salaires impayés, voilà. Ils ont besoin de dénoncer l'injustice. Madame Yomorosa, Madame la ministre, Madame Essambo, Yomorosa, maître. Mais Makamboyo, qu'est-ce qui se passe au sein de votre ministère? Qu'est-ce qui se passe au sein des ministères des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables? Et voilà. Donc, nous avons passé en revue leurs revendications, leurs dénonciations.
Donc c'était là, vous êtes en train de suivre votre émission Actu Commenté et aujourd'hui on a parlé du projet du corridor de Lobito, ce grand projet, ce projet pharaonique, ce projet de voie ferrée qui doit relier la République démocratique du Congo et la Zambie à l'océan Atlantique et ce projet destiné à acheminer vers le port de Lobito sur la côte atlantique des matières premières stratégiques telles que notre cuivre, donc cuivre nabiso et banako lekanawana et les canaux Lobito et puis finalement et que comme kuna na Atlantique wana na bateau na minene wana et puis et au Kende na ba pays occidentaux. Mais la question par rapport aux enjeux du projet de Lobito en République démocratique du Congo, mais les Congolais se posent la question, Félix Tshisekedi, puisque vous avez pris part à cette réunion, mais les Congolais se demandent à cette réunion multilatérale américano-africaine pour relancer le projet, les Congolais se demandent, vu que ce sont nos matières premières, pourquoi est-ce que cette réunion ne s'est pas tenue en République démocratique du Congo? C'est une première, Joe Biden, de se présenter, de venir en personne en Afrique, mais c'était une occasion. Pourquoi il n'est pas venu en République démocratique du Congo? Ils ont encore les Congolais, dans les commentaires, souligner sous un autre problème. Que non, chemin de fer du côté de la République démocratique du Congo, et ça n'a pas bakota badi lolo kuna esika ba couvre no surtout ane le kanaka eza nango ya kobeba. Alors on se rappelle que à un moment donné, lorsque le ministre Julien Paluku avait pris la décision de suspendre l'importation des bières et des boissons gazeuses, on se souvient que Zambie n'est pas Kangaki frontière nae, à Kangaki frontière nae, tout le monde qui n'a pas image, comment est-ce que bah camions où ils ont transporté bah cuivre na biso bah cobalt, ils ont qui bloqué moyen les canards par la Zambie, ils ont quitté. Alors lorsqu'on parle d'un enjeu où ils ont enjeu où il y a projet, bah on va un projet pharaonique au cœur de l'Afrique centrale. Pourquoi bah discussion ana Salema Awa na République démocratique du Congo. Et puis à part cela, nous avons aussi parlé de la peine de mort. Alors papa, maman, aux ana jeunes, na quartier, aux ana cousins, aux ana lé qu'il faut qu'on benda bango mato, il faut qu'on conscientiser bango lissus parce que la décision vient de tomber. Commission de la lutte contre le banditisme urbain, Bangwana, ministre Constant Moutamba, solo là qui va trouver que Kinoa, l'elipe mingi. Alors pour mettre fin, pour lutter contre ce phénomène, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui bakangi kuluna, juger. Après l'avoir jugé, ceux qui ont condamné, appliquer peine de mort. Au Monique, boyebi que ton prédécesseur nae azala qui prédécesseur il y a Constant Moutamba, Madame Rose a levé qui moratoire déjà à peine de mort. Alors cette fois-ci avec Constant Moutamba a lobby que peine de mort et aux appliquer. Mais du côté des Congolais, lobby Constant Moutamba, pas deux poids deux mesures, bazo zelape le babato bazo détourner, bazo piller la caisse de l'État parce que si aujourd'hui banditisme est quand même urbain, banditisme du côté des jeunes, ils ont pourcentage, ils ont matage chaque mois de jour en jour, c'est parce que venir na bango à la flou, c'est parce que misal les athées, c'est parce que les parents il faut prendre soin de la bonté, c'est parce que social ils a vraiment down, social ils a vraiment lassé. Alors on est seulement il y a quoi attaquer conséquences aux banditisme urbain, il faut aussi s'attaquer na bakuluna en cravate et puis tout le bel qui les sous to célébrer qui enfin to célébrer victoire. Il y a première femme présidente, il y a Namibie. Pour cela nous avons besoin Monsieur le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a besoin au Laxabisopé tête. Il y a UDPS parce que maman Oyo Netumbo Nandi Ndaitwa Azalaki vice-présidente, il y a parti au pouvoir. Puis Azalaki élu dès le premier tour. Voilà. Alors pendant que vous êtes en train de parler de la révision de la Constitution, voire du changement de la Constitution, boula qui s'abusopé les femmes au bakokyo ala des potentiels comment on les appelle, de potentiels candidats aux élections prochaines en République démocratique du Congo. Je crois que c'est sur cette note que nous allons boucler votre émission Actu Commenté et
vous qui suivez, donc n'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires comme on le fait d'habitude. Et c'est la fin de votre émission Actu Commenté. Nous espérons vous retrouver dans un nouvel épisode avec des nouveaux sujets de votre émission Actu Commenté. Au revoir. Sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu Commenté est là pour vous. Amira Malimi, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu Commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC, chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Économie, politique, environnement. Chaque sujet est traité avec engagement. Pour un développement durable, nous discutons avec Amira Malimi. Les questions se posent, les réponses se font. Actu Commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC, chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Sur la page Facebook RDC aujourd'hui, vous trouverez les infos, les points de vue. Actu Commenté vous informe avec précision pour mieux comprendre, suivre chaque évolution. Actu Commenté, l'émission qui éclaire